Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, a été inaugurée ce samedi par le président Alassane Ouattara. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations heureuses se sont mobilisées pour lui exprimer leur reconnaissance. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle au mois d'août en 2020. Le comité chargé de piloter l'événement s'active pour les préparatifs. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la deuxième réunion du comité national d'orientation et d'impulsion. Tout sera fin prêt avant 2020. La 18e édition du Forum AGOA débute dès demain dimanche jusqu'au mardi 6 août prochain. Ce forum de haut niveau conjointement organisé par les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire permettra d'examiner notamment les acquis de la mise en œuvre de cette loi américaine. Nous verrons les enjeux dans ce journal. Après 2 jours de négociations, le conseil militaire qui dirige le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord. Les deux parties sont tombées d'accord sur la déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous vous rapporterons aujourd'hui l'histoire du Kafa blanc. C'est un roman écrit par une consoeur, Bakayoko Zegela. Elle est journaliste, Ebony 1994. Elle a exercé durant 12 ans au groupe Fraternité Matin. Le Kafa blanc est l'histoire difficile d'une fillette âgée de 9 ans. Violée, négligée et maltraitée par sa propre mère. Sa vie a été marquée par une succession de malheurs, car son erreur a été d'avoir trahi un tabou en disant publiquement avoir vu un Kafa blanc. Le Kafa blanc, on en parle avec notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir Bakayoko Zegela. Bonsoir Marie Langoura. Alors le Kafa blanc est votre premier roman. C'est un roman dont le manuscrit a été achevé en 2011 en pleine crise post-électorale et en 2016. Vous êtes en plein deuil, vous perdez votre époux et c'est là que vous passez à la dactylographie de votre roman, vous l'étoffez. Comme on le voit, c'est un roman réalisé dans la douleur. Oui, la douleur. Une première douleur et une deuxième qui m'a vraiment dévastée. C'était ma manière à moi de réagir à la douleur. Et justement, pour cela, vous parlez de Kafa blanc. On va connaître la suite. Ce sera dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Bakayoko Zegela. Nous partons pour la région de la Mé, où l'ambiance était bon enfant ce samedi. La voie reliant Adzopé à Yakassé à Tobrou, longue de 25 km, dont les travaux de bitumage ont pris fin l'année dernière, a été inaugurée aujourd'hui même par le président Alassane Ouattara. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations, vous allez le voir, heureuses, se sont mobilisées ce jour pour lui rendre hommage et lui exprimer leur reconnaissance. Viviane Aïmé. En se rendant ce samedi 3 août à Adzopé, le président de la République, Alassane Ouattara, est venu poser 2 actes importants de développement pour la région de Lamé. Premier acte, l'inauguration de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou, désormais bitumée. Les populations de cette région nourrissaient ce rêve depuis de longues années. C'est aujourd'hui réalité grâce au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand jour aujourd'hui. En tout cas, c'est le jour de notre jour. Le sentiment qui nous anime est un sentiment de joie. Nous avons souffert avant d'avoir ce goudron. À tel point que quelquefois, je l'appelle la route des 2 saisons. La saison sèche, on a la poussière. La saison des pluies, on ne pouvait pas nous rendre à Yakassé à Tobrou. Même 2 jours avant, il faudrait bien que nous prions, nous nous levons pour prier avant de pouvoir arriver de l'autre côté. Le chef de l'État a pensé à nous et nous a donné ce bitume. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ce n'est pas un sentiment de joie, nous sommes très contents. Aujourd'hui, pour rentrer à Yakassé, il faut peut-être 5 à 10 minutes. Vraiment, on est très heureux. On ne mange pas la route, mais la route fait partie du développement. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 1 hectare de manioc, on peut quitter Abidjan partout pour venir t'acheter ça. Donc avec la route, vraiment, on est un peu à l'aise. C'est une route qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, en 15 minutes, lorsque vous êtes à Adzopé, vous arrivez tout de suite à Yakassé à Tobrou. Mais c'est une route
aussi qui est extrêmement importante parce que si vous venez donc d'Adzopé pour aller à Bétié, vous faites 23 km, vous arrivez à Yakassé à Tobrou et vous avez 33 km, vous arrivez à Bétié. Donc au lieu de faire 103 plus 82 pour arriver à Bétié, aujourd'hui en 15 minutes maximum, ils sont à Yakassé à Tobrou et ils ont 33 km de piste pour arriver à Bétié. Vous voyez que pour toute la zone industrielle de la zone de Bétié, cette route est d'une importance capitale. En chef d'État soucieux avant tout du développement de son pays et du bien-être de ses populations, le président de la République Alassane Ouattara est venu constater par lui-même la qualité de l'ouvrage et procéder à son inauguration. Après la découverte de la plaque commémorative et la coupure du ruban symbolique, le chef de l'État et son épouse ont foulé à pied sur une petite distance le nouvel axe routier. La route Adzopé-Yakassé à Tobrou, désormais ouverte à la circulation, va permettre aux populations de la région de Lamé d'avoir un mieux-être. Après l'inauguration de la nouvelle route, le président de la République s'est rendu sur le site de construction du CHR, le centre hospitalier régional d'Adzopé, pour lancer les travaux de démarrage de cette grande infrastructure sanitaire qui sera profitable à tous. Bâti sur un terrain de 10 hectares, les travaux de construction vont durer 16 mois et seront exécutés par la société Argentis International. C'est un hôpital de référence qui a une capacité d'hospitalisation de 198 lits. Le CHR d'Adzopé fait partie donc de la vingtaine d'hôpitaux neufs que le gouvernement entend construire d'ici la fin 2020. Et donc il s'agit d'hôpitaux ultramodernes avec des plateaux techniques qui n'ont rien à envier aux hôpitaux européens. On aura un scanner de 64 barrettes. Donc c'est un scanner qui peut permettre de faire beaucoup d'images. Et on a également des blocs opératoires ultramodernes. On a 3 blocs opératoires ici. On aura un service de réanimation, on aura des services d'urgence. Donc c'est véritablement apporter la qualité des soins au plus proche des populations. La région de Lamé en pleine mutation, c'est Lamé et toute la Côte d'Ivoire qui gagnent. Et justement, les populations ne cachent pas du tout leur joie après ces infrastructures réalisées dans leur région. L'axe Adzopé-Yakassé à Tobrou est maintenant bitumé. De plus, un CHR sortira bientôt de terre à Adzopé. Le stade Alassane Ouattara d'Adzopé a été pris d'assaut par ces populations de la région de Lamé ce samedi. Donc, elles n'ont pas voulu manquer ce meeting de reconnaissance aux actions de développement du président de la République. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolé. Un meeting qui, pour les populations de Lamé, notamment celles d'Adzopé et de Yakassé à Tobrou, en vaut la peine. Et quand il se tient sur un espace qui porte son nom, le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas à être surpris qu'il s'agit d'un hommage de plus que les fils et filles de cette région lui rendent pour ses actions de développement à leur endroit. Ce qui fait l'objet de la manifestation ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Adzopé, c'est la double cérémonie d'inauguration de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou et la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. 2 actes majeurs à l'actif du chef de l'État qui lui valent, une fois encore, de la part de ses hôtes, reconnaissance à sa vision pour ce qui est du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, votre présence est non seulement l'expression du témoignage des actes de développement posent au quotidien votre Excellence, mais aussi celle de notre adhésion à votre politique d'ouverture et de rassemblement des enfants de la Côte d'Ivoire. Au-delà des réalisations elles-mêmes, c'est cette définition de l'action politique véritable, celle qui vit par les résultats concrets, celle qui avance avec la ferme volonté de transformer le quotidien de nos populations. C'est cette action politique que nous célébrons aujourd'hui. Oui, Excellence, nos populations sont pragmatiques. Elles sont loin des discours sulfureux de la capitale. Elles ont été si longtemps coutumières des cérémonies d'où elles partent avec des belles phrases sans lendemain. Au contraire, vous êtes venus leur apprendre qu'on pouvait faire de la politique autrement, que les mots peuvent avoir un sens, que la politique, ce n'était pas seulement des promesses, mais des actions et des résultats. Les ouvrages livrés et à livrer bénéficient de l'appui des bailleurs,
La BOAD, en ce qui concerne la route Adzopé-Yakassé à Tobroux, et le groupe marocain Agentis International, pour parler du CHR d'Adzopé, se disent fiers, à travers leurs représentants respectifs, de contribuer à la réalisation des projets sur le sol ivoirien. En prenant la parole, le président de la République, Alassane Ouattara, indique que les populations de la région de Lamé peuvent toujours compter sur lui pour son engagement à œuvrer pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous confirme ce que j'ai toujours dit, que ce que Ado dit, Ado le fait. Oui, je peux vous dire que je ferai encore plus et encore mieux. Mesdames et messieurs, chers parents, ces importants investissements qui ont été réalisés pour la région de Lamé sont le reflet de ce qui a été fait à l'échelle du pays tout entier. Car, je vous l'ai déjà dit, aucune région ne sera oubliée dans notre volonté permanente de partager les fruits de la croissance. Je marque également mon accord pour votre souhait de voir les forêts de Mabi et Yaya classées en réserve protégée. Nous prendrons les dispositions avec les forces de défense et de sécurité. Alors, pour l'ensemble des doléances consignées dans votre livre blanc, j'ai instruit le Premier ministre, dans le cadre du programme social, d'examiner avec attention et de me faire la liste de ce qui doit être fait avant fin 2020 et ce qui doit être fait après 2020. C'est-à-dire que vos requêtes seront examinées avec la plus grande attention. Le défi est immense. Les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Oui, la région de Lamé, comme toutes les régions de Côte d'Ivoire, profiteront de cette marche vers l'émergence. Vous pouvez donc me faire confiance. À Adzopé ce samedi, comme chaque fois qu'il se déplace à l'intérieur du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, ne manque pas de faire parler son cœur. Après avoir reçu des présents venant des populations telles des Païnkita, des cannes de chef, ainsi que des bœufs et bien d'autres, le chef de l'État a fait à son tour de nombreux dons. Ces dons auxquels s'ajoute celui très particulier de la première dame Dominique Ouattara à ses sœurs de la région de Lamé, le tout évalué à 27 millions de francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement ont aussi effectué le déplacement dans la région de Lamé ce samedi pour ce double événement, inauguration de la voie Adzopé Yakassé à Tobroux et la pose de la première pierre du CHR d'Adzopé. Ils ont réagi au micro de nos reporters. C'est un engagement que le président de la République avait pris lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région de Lamé en mai 2015. Et nous sommes heureux de constater que cet engagement pris par le chef de l'État a été effectivement respecté. Et comme il l'a dit lui-même, lorsqu'il prend un engagement, il le respecte toujours. Nous avons pu voir le bonheur des populations de Lamé. Mais en plus de cette route, vous avez assisté à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé, d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA. Un centre donc moderne, avec des équipements modernes, donc sur un secteur extrêmement important, donc celui de la santé. Donc je voudrais me féliciter et me réjouir également donc, de cette pose de première pierre par le président de la République. Donc il rentre totalement dans le cadre des instructions qu'il a données pour la mise en œuvre du programme social donc, du gouvernement. Ce centre hospitalier régional ne sera pas particulier à Adzopé seul. Déjà, souvenez-vous, le 27 mai dernier, son Excellence le Premier ministre avait déjà posé la première pierre d'un centre hospitalier régional similaire à Bosso et c'est pratiquement du même coût. Et avant la fin de l'année, il y aura la pose de la première pierre d'une vingtaine de centres hospitaliers à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est vous dire que dans ce domaine de la santé également, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera en chantier. Et la particularité de ces centres, c'est de rapprocher les soins de santé des populations. Un grand jour pour nous, pour toute la population de Lamé en général, mais pour les départements de Yakassé à Tobroux et d'Adzopé en particulier,
le président de la République, en plus de ces infrastructures dont il vient de poser la première pierre pour le CHR et de faire l'inauguration pour la route bitumée Azopé-Yakassia-Tobrou, a fait un certain nombre de concessions, a décidé de nous accorder d'autres infrastructures et ça nous fait énormément plaisir. Nous pensons que cette visite du président de la République a beaucoup de retombées pour la région de Lamé. Les membres du gouvernement, je vous propose maintenant les réactions des populations à l'issue de cette cérémonie. Nous sommes fiers de ce qui s'est passé. Et le président a résumé nos sentiments. Il dit et il fait. C'est ça. Et nous les villageois, on est un peu des Saint-Thomas. Là tu dis tu as fait, on est content. On dit merci au chef d'État et à vous tous qui l'accompagnez. J'ai été merveilleusement épaté par la mobilisation de la population de Lamé et surtout la concrétisation des promesses faites par le président de la République. Et j'adhère forcément à ces idées-là. Et nous sommes prêts à contribuer, à appuyer tout ce qu'il a pris comme engagement pour le bien-être de la population de Lamé. Je suis très content parce que Ado, il fait beaucoup pour nous. Tout ce qu'il a promis, il le fait. Nous sommes très contents de tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'on lui demande, il fait pour nous. Vraiment, nous sommes avec lui. C'est ce que nous cherchons. Il y a longtemps, Azopé est dans l'obscurité. Avec Ado, tout s'ouvre et il y a la lumière. Aujourd'hui, je suis très épaté, très ému par rapport à l'avènement de l'autoroute Yakassé-Azopé. Avant, pour quitter Yakassé, pour aller à Azopé, aller à Abidjan, comme je l'ai dit, arriver à Azopé, il fallait se laver à nouveau avant de partir. Aujourd'hui, chose faite, le bitumage est fait, donc nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Nous remercions le président Ado pour tout ce qu'il fait pour cette jeunesse et pour la région de Lamé. Nous venons d'assister à une très belle cérémonie. Et c'est avec Alassane, c'est avec lui que nous connaissons le développement. Il nous a donné la route, l'eau, l'hôpital, et vraiment nous sommes fiers. La population cosmopolite de Yakassia-Tobrou est très heureuse de l'accueillir et de ses promesses faites. Nous sommes fiers de lui, nous lui promettons que nous sommes toujours avec lui et qu'il pense toujours à nous. Et moi particulièrement, je souhaite que mon village qui est Kong 1, qui porte le même nom que son village, fasse le jumelage. Sentiment de fierté, sentiment de joie et sentiment de conviction pour son excellence le président de la République, car il a dit tout ce qu'il dit, il le fait et il vient de le prouver encore une fois. Depuis 35 ans, la région de Lamé atteignait le développement et c'est grâce à lui, en 8 ans seulement, Lamé a recouvré la santé au niveau du développement durable. Donc nous voulons vraiment lui dire que nous sommes avec lui aujourd'hui, nous serons avec lui demain et pour l'éternité. Nous sommes très heureux pour la région de Lamé. C'est une chance pour la région de Lamé aujourd'hui. Le quartier latin, le lycée moderne Azopé aujourd'hui, c'est 7500 élèves, 200 professeurs, 105 classes pédagogiques. Le projet à venir, c'est un lycée de jeunes filles qui doit se réaliser dans cette région et 4 collèges supplémentaires pour la région. Ce qui permettra de décongestionner le vieux lycée du lycée qui date de 1966. Et ce serait une bonne chose pour le rayonnement de cette région. L'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, a été suivie par notre reporter Abou Sanogo. Le chef de l'État a eu droit à des honneurs militaires dans la région de Lamé ce samedi. Retour sur l'ambiance avec notre reporter. C'est à 11h20 que l'hélicoptère transportant le président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé sur le sol d'Azopé. Une visite dans la région de Lamé pour inaugurer la route Azopé-Yakassia-Tobrou. À l'Arc de Triomphe, à l'entrée de la ville, le chef de l'État Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est allé ensuite s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang.
Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du chef d'escadron Kipré Thibaut Gisley, adjoint au commandant du groupement 1 de la garde républicaine, commandant des troupes d'honneur. Puis le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé des civilités avec les membres du gouvernement. Il a exprimé sa satisfaction. Comme les Anglais aiment à le dire, Adzopé is the place to be. C'est l'endroit où il faut venir. Après la visite de la Première Dame, la visite d'Ivanka Trump, évidemment, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir inaugurer la route et le lancement des travaux du CHR. C'est un grand moment pour les populations et c'est aussi une promesse que je tiens et je tiens à venir le dire aux populations et que nous allons faire encore plus. Nous sommes déterminés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec la population venue l'accueillir avant de mettre le cap sur le lieu de la cérémonie. Voilà, chose promise, chose faite. Fini l'inauguration de la voie Adzopé-Yakassé à Tobrou. La Côte d'Ivoire se prépare maintenant à abriter un autre événement, le 27e congrès de l'Union postale universelle. C'est au mois d'août en 2020. Le comité chargé de le piloter s'active pour les préparatifs. Le vice-président Daniel Kablan-Decan a présidé d'ailleurs hier la 2e réunion du comité national d'orientation et d'impulsion. Tout sera fin prêt avant 2020. Herman Divé. 2e réunion du Comité national d'orientation et d'impulsion du 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, prévu pour se tenir en août 2020. Des travaux et échanges de haute qualité qui ont permis d'apprécier l'état d'avancement des préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle. Une observation portée par le vice-président qui présidait cette réunion. Le vice-président Daniel Kablan-Decan a salué la réalisation du plan de masse du site du congrès et la réalisation du site internet du 27e congrès de l'UPU. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir l'événement. À partir de mi-août, de façon officielle, le site du congrès sera mis en ligne. Les sites de réservation seront aussi mis en ligne, puisqu'on va communiquer un an avant le congrès. Les choses se déroulent bien. Au niveau technique, les commissions ont abordé un bon travail. Donc aujourd'hui, on a une base assez solide à partir de laquelle nous pouvons travailler. Il s'agit maintenant pour nous d'affiner avec nos collaborateurs, nos collègues, le travail qui a été réalisé. En septembre 2019, il y aura un congrès extraordinaire à Berne. Nous allons préparer ce congrès pour lequel nous allons assurer de façon exceptionnelle la vice-présidence du congrès. L'équipe technique aussi vont participer à ce congrès pour voir comment un congrès de l'UPU est géré. Donc c'est en termes de préparation, ça sera pour nous une belle occasion de voir et pour que 2020 soit une belle réussite. La Côte d'Ivoire accueillera entre 2500 voire 3000 délégués qui séjourneront pendant une vingtaine de jours. Sur proposition du ministre de l'économie numérique et de la Poste en Conseil des ministres, les potentiels candidats pour la présidence et la vice-présidence du Congrès, à place qui reviennent à la Côte d'Ivoire, seront choisis sur décision finale du président de la République Alassane Ouattara. À 87 ans après la première rencontre tenue en Afrique, plus précisément en Égypte, en 1932, la Côte d'Ivoire accueillera l'événement en août 2020. Autre événement que les Ivoiriens s'apprêtent à vivre, la Côte d'Ivoire, indépendante à 59 ans, le 7 août prochain. L'armée, tout comme les populations, se prépare justement pour cette fête nationale et tous les corps d'armée sont à pied d'œuvre. On affine les derniers réglages. L'état-major de la Marine nationale a organisé sa traditionnelle parade nautique, une activité rythmée par une manœuvre navale. Le but est de promouvoir les actions de la Marine et surtout se rapprocher des populations. Mamadou Kwasi. Un membre du gouvernement en visite dans le domaine portuaire d'Abidjan est visé par une opération d'enlèvement. Il s'ensuit des échanges de tirs entre sa garde rapprochée et les ravisseurs. La garde rapprochée du ministre est appuyée d'une unité commando de marins venue de la base d'Atekoubé. L'autorité sera secourue en moins de 10 minutes par les marins commandos venus à bord d'une embarcation de type UFR commando. Elle sera remise au commandant patrouilleur dans les eaux ivoiriennes pour assurer davantage sa sécurité. Monsieur, voici ainsi le VIP à bord du patrouilleur. Il
Cette scène est un exercice militaire à l'état-major de la Marine nationale. Et le grand public venu assister ne reste pas indifférent. Ça a été une satisfaction totale pour nous de voir cette capacité de réaction de la Marine nationale. C'est très impressionnant de voir qu'on a des marins formés et opérationnels sur qui on peut compter. Le pays de la Côte d'Ivoire peut être fier aujourd'hui de sa Marine nationale. Avec ce que je viens de voir, je suis satisfaite. Et je pense qu'il y a une assurance. Nous savons que nous avons des hommes, des maris, des frères qui œuvrent à ce que la sécurité soit vraiment de mise. Cet exercice nautique a vu la mobilisation de la flotte navale de la Marine nationale, tout en exhibant la force de frappe de cette composante de l'armée ivoirienne. Nous entendons également, à travers cette initiative, promouvoir et faire connaître au grand public les activités de la Marine nationale, des composantes navales des forces armées de Côte d'Ivoire et par la même occasion présenter au grand public les plateformes navales et fluvio-navalaires. Représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, le général Koné Mombi a félicité les marins pour les efforts quotidiens dans la sécurisation des eaux ivoiriennes. Depuis quelques années, des acquis importants ont été faits et il était bon qu'à la veille de la célébration de l'indépendance, on puisse montrer à la population tous les moyens dont dispose la Marine nationale au jour d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits. Certes, il en reste encore beaucoup, mais nous avons parcouru du chemin. Et c'était bon de rassurer les populations aujourd'hui pour leur montrer que la Marine est en train de retrouver sa place sur le plan international. Cet exercice militaire de l'état-major de la Marine nationale s'inscrit dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Et cette activité est la deuxième du genre depuis ces dernières décennies et vise à rapprocher davantage la population de la Marine nationale. C'est un rendez-vous mensuel auquel vous êtes habitués et vous êtes conviés. Tous les premiers samedis du mois est consacré à l'opération Grand Ménage. Pour cette 30e édition, c'est la commune d'Abobo qui a été choisie pour abriter l'événement. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a sensibilisé les populations à adopter des gestes éco-citoyens. Le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, était de la partie. Théodore Zouzou, Franck Wadio pour le reportage. ONG, population, autorités communales et gouvernementales, tous à l'œuvre pour une même cause, la propriété de la commune d'Abobo. Il s'agit de la 30e édition de l'opération Grand Ménage. Pour cette étape, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité décide de faire du porte-à-porte, les rues nettoyées et les caniveaux sont curés. La dengue, la fièvre jaune aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui vraiment pour curer les caniveaux, pour que les moustiques diminuent maximum, pour que les personnes aussi ne tombent pas trop malades. Une initiative à laquelle les enfants sont impliqués. On essaie de balayer, ramasser les chassis de notre quartier. Mais notre quartier est trop sale. Maintenant, on va suivre notre quartier. Tous ceux qui versent les ordures vont partir verser au plat Carado. Pour soutenir cette action gouvernementale, des opérateurs économiques de façon spontanée font des dons de matériel, de salubrité. Oui, on est content de vous voir ici le matin, que vous attendez de travailler. Madame la ministre même est sur le terrain. Quand je vis ça, je me suis venu directement, moi-même, j'ai pris un peu de affaires pour vous aider. Parce que vous encouragez pour avancer ensemble ici. L'opération Grand Ménage vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire et à susciter des actions de salubrité. Mon mandat, je l'ai inscrit dans la propreté, dans la salubrité, parce que je dis à mes concitoyens qu'on n'est pas obligé d'être riche pour être propre. Pour se sentir bien, pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir produire, il faut être en bonne santé. Et la porte d'entrée de la santé, c'est le cadre de vie, c'est la salubrité. Vous avez aujourd'hui affaire à un système moderne de gestion des déchets. Mais cela ne suffit pas. Malgré ces gros moyens, n'est-ce pas, engagés par le gouvernement, nous avons encore à lutter contre les incivilités. Nous avons encore à lutter contre les mauvais gestes, les mauvais comportements de nos concitoyens, contre la négligence, contre le désintérêt de ce que nous sommes en train de faire là. Simplement prendre soin de son cadre de vie. Des messages que ONG et population comptent relayer dans leurs différents milieux de vie.
On reste dans la commune d'Abobo pour parler emploi et c'est une nouvelle qui réjouit la jeunesse de cette commune. Le guichet emploi d'Abobo est ouvert. Cette démarche s'inscrit dans la phase du lancement officiel lancé jeudi dernier à Bingerville par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'objectif est d'impliquer toutes les communes dans la quête d'emploi pour les jeunes. Ogan Télé Soro, Herman Givé. Tout comme Bingerville, la commune d'Abobo a désormais son guichet unique Emploi Jeune. La commune figure dans le premier bloc de lancement qui prend en compte 45 guichets pour autant de communes. On a le jeune qui a son espace à tout moment. Il peut venir, on va dire, actualiser donc, les informations qui concernent. Et en même temps, dans sa session, il peut aussi découvrir des opportunités. Donc, dans le cadre du programme social du gouvernement, Narcisse Atto, représentant du maire de la commune d'Abobo, invite les jeunes à se saisir de cette interface pour bénéficier de ces opportunités. La mise en place du guichet emploi dans la commune d'Abobo, pour nous les Abobolais, contribuera à rapprocher davantage les services promoteurs d'emploi à la jeunesse communale. Elle permettra par ailleurs de prendre en compte leurs préoccupations réelles en termes d'emploi. À travers le guichet emploi, des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour inciter et soutenir les jeunes à la création de leur propre entreprise. Des offres concrètes d'emploi disponibles. C'est près de 346 000 opportunités que nous avons pu collecter sur l'objectif donc de 500 000 que nous avons à mettre en œuvre dans les 2 prochaines années. Mais pour que vous puissiez accéder à ces 300 et quelques mille opportunités qui ont été collectées, il fallait mettre en place donc, le guichet emploi. Ensuite, que nous créions la plateforme technologique. C'est la plateforme qui va permettre à tous les jeunes de leur téléphone ou bien en allant à l'agence emploi jeune ou au guichet emploi de s'inscrire dans les programmes qu'ils veulent. Et ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet pour s'inscrire, il y a des fiches qui seront disponibles. Je vous demande de vous approprier ce travail. À compter du lundi 5 août 2019, les demandeurs d'emploi pourront se rendre au guichet emploi d'Abobo et bénéficier des services offerts. Et le PS Gouv continue de se déployer dans les différentes régions. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, vient de faire le bilan du programme social du gouvernement. Il était face à la presse. Notez que le PS Gouv se décline en 5 axes stratégiques. Franck Quadio. Fournir aux populations des services de santé de proximité, renforcer les conditions d'accès à l'école des enfants de 6 à 16 ans, favoriser l'accès au logement, à l'eau, à l'énergie et au transport, améliorer l'employabilité, créer des conditions d'amélioration du bien-être des populations. Ce sont là, en substance, déclinés les 5 axes stratégiques du programme social du gouvernement PS Gouv pour 2019-2020. Une rencontre donc avec la presse pour le bilan semestriel. Il s'agit d'amplifier et d'accélérer le rythme des réformes et des progrès réalisés depuis 2012 en vue de réduire le taux de pauvreté et les inégalités dans notre beau pays. Concernant la santé, par exemple, dans le cadre de la couverture maladie universelle, plus de 1 million de personnes ont été identifiées fin juin 2019. Le secteur éducation-formation n'est pas en reste, sans oublier les secteurs de l'eau et de l'électricité. 930 910 ménages bénéficient à ce jour de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. L'on note une progression de 2,3% par rapport au mois d'avril 2019 et 1,7 milliard de francs CFA économisés à fin mai 2019. S'agissant de l'électrification rurale PRONER, 1838 localités de plus de 500 habitants doivent être connectées au réseau électrique. Enfin, 92 557 ménages sur un objectif annuel de 200 382 jouissent au 30 juin 2019 du programme Électricité pour tous PET. Face à la presse donc, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, a aussi expliqué la pertinence de l'élargissement des personnes bénéficiaires des allocations de 36 000 francs par trimestre dans le cadre des filets sociaux, mais aussi rassuré quant à la question de l'accès au logement.
nous avons dans la démarche reconnu quelques problèmes structurels dans l'adressage du dossier. Ce sont des dossiers qui sont en train d'être traités aujourd'hui par le ministre de la Construction, de sorte que les opérations de Songon, de Yopougon, etc., qui doivent impacter plus d'1 million d'habitants, ces différentes opérations ont repris de plus belle à l'effet de pouvoir rendre disponibles ces différents logements sociaux dans les plus brefs délais. 500 000 jeunes à insérer sur le marché de l'emploi, reprofilage des routes et des pistes rurales pour 2019-2020, autant de chapitres au cœur des échanges. Notons que le programme social du gouvernement, PSGouv, s'exécute dans le cadre global du programme national de développement PND 2016-2020, c'est-à-dire rapprocher chaque jour la Côte d'Ivoire des sentiers du développement. La 18e édition du Forum AGOA débute dès demain dimanche jusqu'au mardi 6 août prochain. Ce forum de haut niveau, conjointement organisé par les États-Unis d'Amérique et par notre pays, permettra d'examiner les acquis de la mise en œuvre de cette loi américaine et les perspectives pour que les économies africaines puissent en tirer meilleur profit. Mais avant l'ouverture de ces assises, voyons les enjeux avec Cheikh Koné. C'est en 2004 que la Côte d'Ivoire obtient sa rééligibilité à l'African Growth Opportunity Act, AGOA, une loi adoptée en 2000 par l'administration américaine pour ouvrir son marché aux pays d'Afrique subsaharienne. 39 pays sont bénéficiaires pour 6 500 produits admis. Il y a une dizaine de critères d'éligibilité, parmi lesquels les plus importants sont surtout la bonne gouvernance, également la protection des droits des travailleurs, les questions de lutte contre la corruption et de lutte contre la pauvreté. Il y a des pays qui ont su tirer profit de l'AGOA et qui ont pu bâtir en fonction de cela des véritables industries de l'exportation. Au départ de l'aventure, seulement une poignée d'entreprises ivoiriennes dans le secteur du textile et du karité saisissent l'opportunité. Ali Keïta en fait partie. Mais c'est réellement en 2015 qu'il exporte sur le marché américain avec tous les avantages préférentiels offerts par l'AGOA. Ça a accru la commercialisation du karité vers les États-Unis. Aujourd'hui, c'est le chiffre à des milliards, le beurre du karité qui rentre. Aujourd'hui, grâce à l'AGOA, l'entreprise de Keïta a connu une croissance de 40% de son chiffre d'affaires. Si Keïta s'en tire à bon compte, ce n'est pas le cas des autres acteurs de la filière karité, dont la matière première vient en 6e place des 6 500 produits autorisés sur le marché américain. Il faut une coalition au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'il y ait une sorte de collusion pour que cette production-là, cette offre-là, soit, je veux dire, importante et requiert que les partenaires puissent travailler avec nous. La tenue à Abidjan de la 18e édition du Forum de l'AGOA revêt un enjeu important pour plusieurs secteurs d'activité qui ne profitent pas encore du vaste marché américain avec ses 300 millions de consommateurs. Les États-Unis sont le deuxième pays exportateur, le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc il est important pour nous en tout cas de consolider cette position par rapport aux exportations vis-à-vis des États-Unis et sensibiliser les opérateurs économiques par rapport à cette préférence douanière. Certains produits agricoles ou bien certains produits artisanaux qui sont sans taxe douanière à la frontière américaine. À 6 ans de la fin de cet important programme qui représente une mine d'or pour les PME africaines, la réflexion s'impose pour la recherche de nouveaux outils permettant aux économies africaines concernées d'en tirer un meilleur profit. Le thème retenu pour l'édition d'Abidjan est évocateur, l'AGOA et l'avenir, développement d'un nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. À quelques heures donc du forum AGOA 2019 à Abidjan, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a visité aujourd'hui les sites devant accueillir les différentes réunions de haut niveau. Tout est fin prêt selon lui pour tenir une belle rencontre. C'est l'aboutissement de 2 jours de négociations plutôt difficiles. Le conseil militaire qui dirige le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord aujourd'hui samedi. L'accord porte sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils dans le pays. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h.
On passe maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Bakayoko Zeguela, pour parler de votre premier roman, Le Cafard Blanc. Alors, c'est un titre insolite. Je l'ai trouvé insolite, puisque les cafards, on en voit souvent. Mais de couleur blanche, avouons que c'est un peu rare. Oui, permettez-moi de rendre gloire à Jésus-Christ qui me permet d'être là ce soir. Et c'est lui qui a permis que je puisse finaliser cet ouvrage, ce vieux projet. Alors, disons que le cafard blanc, c'est la superstition. On voit le cafard, mais c'est rarement de couleur blanche. Je parle de la superstition, mais le thème principal même, c'est la violence faite à la jeune fille dans un contexte de superstition. Vous y croyez, à la superstition? Non, oui, non, je n'y crois pas. J'y croyais quand j'étais plus petite, mais maintenant, je n'y crois pas. Tout le récit de votre roman est basé sur la superstition. Avant d'en dire davantage donc, sur le cafard blanc, je vous propose de suivre ce résumé qu'en fait notre confrère Franck Quadio. On regarde et on en discute par la suite. Le cafard blanc, le poids de la superstition ou lorsque la vie d'une jeune fille bascule parce qu'elle enfreint l'interdit. Affirmer à haute voix et en public avoir vu le cafard blanc. Conséquence, une avalanche de malheurs due à tort ou à raison à sa maladresse, du moins c'est ce que croit son entourage. 116 pages et 22 chapitres et un thème qui somme toute fait partie de notre quotidien. La superstition, l'intolérance, le regard porté sur soi ou sur l'autre par rapport à nos pratiques ou propres coutumes devrait être celui de la tolérance. Message subliminal, l'auteur explore les questions de maltraitance envers les personnes fragiles, une expression de son engagement multiforme et du regard à la fois pointu et attendri sur la souffrance humaine. Zeguela Kala, plus connu encore sous le nom de plume Bakayoko Zeguela, est journaliste. Les premières pages de l'œuvre ont d'ailleurs été dactylographiées par sa fille Iman en mars 2016. Voilà Bakayoko Zeguela, l'histoire que vous rapportez dans votre roman est vraiment triste. C'est une histoire, vous l'avez dit, basée sur des faits réels. Et votre héroïne, la petite Iné, a vraiment souffert. Elle a beaucoup souffert, cette petite. De 9 ans. De 9 ans, qui débordait de vie, mais qui est issue d'un mariage forcé. Elle n'est pas vraiment aimée par sa mère. Et elle a eu le bon prétexte, le cafard blanc. Parce qu'Iné a vu le cafard blanc, elle en a parlé. Il ne fallait pas en parler. Et tout ce qui est arrivé par la suite dans la famille, c'était la faute à Iné qui a parlé du cafard blanc. Et votre héroïne en a vu de toutes les couleurs. Elle est battue, elle est persécutée par sa propre mère. Comment on l'explique? Le mariage forcé. Elle a rejeté ses ressentiments sur sa fille parce que c'est le fruit d'un mariage forcé Iné. Myria. Myria, c'est sa mère qui a été mariée sans sa volonté au départ par son père. Rejette tous ses ressentiments sur sa fille. Elle n'aime pas sa fille. C'est aussi l'une des conséquences du mariage forcé. Et donc, pour elle, cette fille qu'elle n'a pas désirée lui rappelait son passé. Et donc, elle a trouvé un bon prétexte, le cafard blanc. Parce qu'il n'en parle trop. Elle a parlé de ce qu'elle a vu, il ne fallait pas en parler. Selon la tradition. Alors, est-ce que le cafard blanc est réellement responsable de tous les malheurs de Iné? Disons que c'est la superstition qui est responsable des malheurs de Iné. Oui, parce que peut-être que tout ce qui est dit là devait arriver et que Myria pèse sa mère, que Myria est un enfant paralytique, que Iné soit violée. Tout cela devait certainement arriver, mais c'est la superstition. Mais l'enchaînement des événements finalement amène à faire croire au lecteur que c'est la suite logique de ce tabou que Iné a osé dénoncer. Effectivement, c'est la trame de l'histoire. C'est-à-dire que tout arrive subitement après que Iné ait vu le cafard blanc et qu'elle en ait parlé. On se dit que c'est la superstition. Vous savez, il nous arrive souvent ce qu'on craint, ce qu'on redoute nous arrive. La mère, dès qu'elle a entendu Iné raconter l'histoire, est rentrée dans tous ses états. Elle était sûre que le malheur lui tomberait dessus. Et c'est tombé. Malheureusement, Iné aussi en a fait les frais. Il est bon aussi d'avoir la foi. Vous êtes chrétienne? Oui, c'est pourquoi je dis que je n'y crois pas maintenant. Par ma foi en Jésus-Christ, je n'y crois pas. Sinon, quand j'étais plus petite, j'y croyais. Mais pour vous, il faut croire en quelque chose de positif. Positif. D'accord. Alors, vous interpellez vos lecteurs sur plusieurs mots comme le mariage forcé, la polygamie, les violences conjugales et sexuelles. Quelles peuvent être les conséquences sur la société? Alors, une enfant mal aimée comme Iné
C'est un danger pour la société parce que quand on n'a pas reçu de l'amour, on ne transmet pas de l'amour. Et donc, c'est l'escalade des amours. Cette fille ne sera pas heureuse dans un foyer. Elle ne va pas partager l'amour avec les autres. Et il y a aussi, je voudrais parler de cet aspect de la polygamie, la rivalité entre les femmes. Il y a de la méchanceté qui en ressort et c'est pas bon. C'est une conséquence négative pour la société. Et vous décrivez l'horreur. On a vu la mère de Myria, donc la grand-mère de Iné, votre héroïne, qui était dans un mariage forcé d'ailleurs. Elle était la 16e épouse. C'est-à-dire, vous décrivez la maltraitance de la femme dans ce roman de façon ouverte. Oui, il faut mettre la main là-dessus, même si c'est un vieux problème. Il faut en parler. Les femmes souffrent dans les foyers polygamiques, ça c'est certain. Et je parle de la sorcellerie parce qu'elle a été piquée par un serpent et la plaie n'a jamais été guérie. Elle a dû être amputée. Et quand elle est revenue, elle était encore plus malheureuse dans son foyer. Parce que là, elle était presque inutilisable pour le vieux Foroto qui l'a laissée de côté. Elle est décédée. 17e épouse d'ailleurs. Elle est décédée seule dans sa case, alors que sa fille était là où Iné, en basse-côte. Sa fille était en basse-côte. Alors, l'ambiance dans laquelle Iné vivait au niveau de la famille, elle a été violée. Vous avez dit que Iné, quand on lit le roman, Iné était négligée et sa mère, qui peut-être c'est vrai, ne l'a pas désirée, mais ignorait carrément la souffrance de sa fille. Oui, ça peut paraître bizarre, mais ça existe. Est-ce que c'est pas quand même exagéré? Oui, c'est bien sûr un roman, mais c'est parti de faits réels. Mais ça peut exister et ça existe. Vous savez, j'ai été abordée par une jeune dame aussi là, le salon du livre dans l'année dernière, qui a certainement entendu parler de Cafard Blanc. Quand elle a vu le livre, elle dit, c'est vous. Mais c'est de moi que vous parlez. Et aussitôt, elle s'est jetée dans mes bras, commençait à pleurer, pour dire que moi, je parle de son histoire. Ça existe, les souffrances comme ça. Souvent, on se demande si c'est Iné. Dans le roman, elle se demande vers la fin, est-ce que c'est sa mère? Et elle avait commencé à la haïr même, souffrance silencieuse. Oui. Alors, la question que je vous ai demandé, Iné, qui parlait beaucoup, vous l'avez dit dans ce roman, mais quand elle sera violée, elle gardera le silence. Mais à qui en parler? Elle n'a pas l'habitude de parler avec la coépouse de sa mère, des enfants de cette femme. Elle n'était pas chez son père. Elle n'était pas chez son père, elle est venue avec sa mère. Donc, elle ne savait pas en qui en parler. Et puis, elle n'avait pas l'habitude de parler avec sa mère. C'est pourquoi j'attire l'attention des mamans. Il faut qu'il y ait un dialogue, la communication entre fille et mère, entre les enfants et les parents en général, mais la fille et la mère doivent se parler. Si les deux se parlaient, elle aurait eu le courage, parce qu'elle n'a même pas été soignée. Et vous allez voir la suite de mon roman, ça va être triste pour elle. Et justement, la suite me donne ouvre une autre fenêtre, vous allez en parler tout à l'heure, mais l'avant-dernière question, alors pour vous, en tant que journaliste, vous avez été Ebony en 1994, journaliste, écrivaine aujourd'hui. Alors, dites-nous vos propositions pour mettre fin au mariage forcé. Si vous en parlez, c'est que c'est encore d'actualité, au mariage forcé, aux violences sexuelles, aux violences conjugales. Mes propositions, c'est de conscientiser la famille, la grande famille. Parce que vous voyez, quelquefois, ceux qui sont à Abidjan ne savent pas que ça existe encore au village. C'est pareil que la circoncision, l'excision. Je veux sensibiliser tout un chacun. En fait, ce sont des leçons de vie qu'on doit tirer de ce roman. Chacun doit tirer deux principales leçons pour terminer. Principale leçon, on doit faire attention. La polygamie a des conséquences négatives, notamment dans l'aspect des méchancetés que développent les femmes par rapport à la rivalité. Il faut faire du mal aux enfants. Si elle était peut-être avec sa mère seule, je ne sais pas, certainement qu'elle aurait eu une oreille attentive. Mais dans ce contexte, on l'a laissé aller servir un étranger qui est venu rendre visite à la famille. On s'est dit que c'est du côté de l'autre femme qui n'est pas là. Alors c'est Iné qui doit envoyer la nourriture à cet étranger. Mais il a violé et elle ne savait pas quoi faire. Dans le silence des autres, dans l'ignorance des autres. Donc dans nos murs, dans les murs des maisons, il se passe des choses. Parce que le viol, ça ne vient jamais de loin, c'est à côté. C'est l'entourage. Et puis, deuxièmement, je voulais aussi parler de la scolarisation de la fille. Iné a une amie qui s'appelle Aïtara, qui s'est laissée aussi violer, cette fois-ci, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir un gris-gris anti-grossesse. Donc, il faut scolariser les jeunes filles. Elle est venue du village croyant qu'elle allait faire la couture, mais elle a été utilisée comme servante. Et donc, analphabète. D'accord. Alors, le Cafard Blanc annonce la suite d'une autre histoire, Les Veuves en bleu, à la fin de votre ouvrage.
Oui, c'est la suite logique. Hein. Vous voyez comment c'est terminé. Elles ont perdu... C'était dans le suspense. Elles ont perdu leur mari et maintenant, c'est un autre aspect de la vie qu'elles vont voir avec le veuvage. C'était encore plus triste pour Iné et pour sa mère. Et on va connaître la suite. Merci Bakayoko Zegela d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non donc au mariage forcé, non aux violences conjugales et sexuelles, à la maltraitance des enfants. La place de la petite fille et du petit garçon, c'est à l'école. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Mais je vous propose de le refermer dans la région de Lamé, où la voie reliant Adzopé à Yakasé à Tobrou, longue de 25 km, a été inaugurée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Il a également procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'Adzopé. Les populations heureuses, comme vous le voyez sur ces images, se sont mobilisées ce jour pour lui rendre hommage et lui exprimer leur reconnaissance. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby pour le journal. Moi, je vous dis à demain 20h.